des fois, la CEDEAO va jusqu'à aller à l'encontre de certaines décisions de justice de ces pays membres. Je donne l'exemple de Khalifa Sall au Sénégal. Mais la CEDEAO a parlé, l'État sénégalais a dit « Ici, c'est le Sénégal, nous avions une juridiction compétente qui a décidé de tel. » Alors, Khalifa Sall reste en prison jusqu'à ce que c'était le 30 septembre que Khalifa Sall a été gracié. Les juridictions de la CEDEAO et les juridictions nationales, laquelle des juridictions prime l'une sur l'autre? Bon, il faut le rappeler parce que moi je maîtrise très bien en ce qui concerne la procédure de la Cour de justice de la CEDEAO. La particularité de la Cour de justice de la CEDEAO, c'est que même en dehors de l'épuisement des voies de recours au niveau international, au niveau national, vous pouvez directement en tant que citoyen de l'espace CEDEAO directement porter votre cause devant cette cour-là. Alors, qu'une cour nationale puisse rendre une décision, est-ce que cette décision pourrait être opposée à la Cour de justice de la CEDEAO? Je répondrai par non, parce que la Cour de la CEDEAO a quand même un statut supranational aux juridictions nationales qui lui est reconnu. Et d'ailleurs, vous pouvez vérifier sur le site de la Cour, les décisions que la Cour de la justice de la CEDEAO sont des décisions, quand elle les rend, ce sont des décisions qui sont opposables et obligatoires aux États. Souvent sans appel. Sans appel, et contrairement aux décisions que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Là, c'est des décisions qui ne sont pas obligatoires en ce qui concerne leur exécution. Mais dans le protocole instituant la Cour de justice de la CEDEAO, il est bel et bien dit que ces décisions sont opposables et obligatoires aux États. Et du coup, quand la Cour de la CEDEAO qui intervient, il faut le rappeler, quand il s'agit d'une violation des droits de l'homme, parce que par rapport à Khalifa Sall, c'est de cela qu'il s'agit. Oui. Parce que c'est ces droits à un procès équitable qui ont été écornés. Et ses avocats, son collectif d'avocats, a eu à porter l'affaire devant la CEDEAO, qui a eu à relever les insuffisances liées à cela, qui n'ont pas permis à ce homme politique qui, à un moment donné, était vraiment une menace pour le régime de Dakar. Mais malheureusement, la décision, elle est là, mais ça n'a pas été respecté jusqu'à ce qu'est intervenue cette amnistie-là de la part du président sénégalais. Cela prouve encore, une fois de plus, que la CEDEAO a des institutions qui sont là, mais malheureusement, quand les décisions sont rendues, même par les cours, malheureusement, elles ne sont pas respectées par les pays. Et du coup, on se pose une question par rapport à l'efficacité de toutes ces institutions qui ont été installées, notamment les cours au niveau de la CEDEAO. D'accord. On dirait que la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO, ce n'est qu'avec le soleil et la lune que ça marche. On est en train de le voir avec la fermeture des frontières par le Nigeria. On dirait également que les lois, les juridictions, tout et tout, elles existent bien sûr, mais ne sont pas respectées. Il y a de cela 44 ans que la CEDEAO est née, mais aujourd'hui, son efficacité est remise en cause par de perpétuelles affaires qui ne sont pas abouties. Comment respecter une CEDEAO aussi impuissante face à des situations aussi délicates par rapport à la vie des citoyens? La CEDEAO est impuissante et d'ailleurs c'est le président du Parlement de la CEDEAO en 2018 à Rabat, Cissé Lo du Sénégal, qui avait rappelé un certain nombre d'insuffisances et aussi d'obstacles à la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi au comportement des États vis-à-vis de certains membres de la CEDEAO. Quand j'avais lu le rapport de Rabat, dont le porte-parole était le président du Parlement de la CEDEAO, c'est des choses que nous, on avait eu à relever par le passé. Et si une autorité comme le président du Parlement de la CEDEAO l'a relevé, ça veut dire qu'il y a une part de vérité dans ce que nous, activistes, nous sommes en train de constater au niveau de la mise en œuvre du protocole, des différents protocoles qui devraient en fait renforcer vraiment l'ancrage des valeurs que défendait la CEDEAO. Mais malheureusement, aujourd'hui, la CEDEAO, après 44 ans, le constat il est vraiment amer. La CEDEAO n'est que l'ombre d'elle-même. Et malheureusement, aujourd'hui, l'idée première de la CEDEAO est en train d'être battue à brèche. Et c'est vraiment regrettable. C'est regrettable parce que c'est une communauté qui devrait permettre aux citoyens de l'espace CEDEAO une prospérité économique et aussi
une liberté de mouvement sur tout l'espace. Et aussi, s'agissant des institutions judiciaires, parce que quoi qu'on fasse, si on ne pourra pas contraindre un État à respecter les décisions. Donc les lois ne valent que rien. Elles ne valent que rien. Parce que, les lois sans des sanctions, on sait que c'est presque rien. Donc, j'ai envie juste de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui la CEDEAO a les moyens pour faire respecter ces lois? Parce qu'on parlait à l'instant du Nigeria. Le Nigeria, c'est un grand État. Personne ne peut le toucher. Le Nigeria peut décider ce qu'il veut aujourd'hui dans l'espace CEDEAO. Personne ne va rien faire. On en a vu avec des petits pays comme le Togo, par exemple, des décisions de la CEDEAO qui sont interjectées de part et d'autre. Est-ce que la CEDEAO, cette communauté, a les moyens pour faire respecter ces lois? Les moyens, il faut une volonté politique. Tant que le politique ne voudra pas que la CEDEAO puisse rendre des décisions qui ira à l'encontre de la position du politique, il va de soi que la CEDEAO ne représentera que... Elle ne sera une institution que vraiment de façade, et elle ne pourra sanctionner que les petits États. Mais les pionniers sont là. Moi, je m'attendais à ce que la CEDEAO puisse décrier ce que le Nigeria est en train de faire vis-à-vis de ses voisins, mais jusque-là. Et là, c'est les pays tels que le Bénin et le Niger qui sont en train d'en pâtir de la fermeture des frontières. Mais aussi les citoyens nigériens. Parce que moi, en tant que libéral, je conçois très mal qu'on puisse dire que... Parce que ça, c'est ce que les gens ne disent pas. C'est que c'est un protectionnisme sauvage que l'État du Nigeria, le gouvernement actuel, est en train de faire à l'interne, en voulant protéger ses producteurs locaux. Et de l'autre côté, ils sont en train de violer le protocole de la CEDEAO. Parce que s'il est vrai que c'est des marchandises qui viennent d'autres pays que les pays membres de la CEDEAO, mais il leur est permis de revoir leurs taxes pour pouvoir taxer ces propriétaires, comment on appelle ces opérateurs économiques-là, sans pour autant fermer les frontières. Aujourd'hui, Dieu seul sait, les populations frontalières, c'est qu'elles sont en train d'en pâtir comme conséquence de la fermeture de ces frontières. En tout cas, ici au Niger comme au Bénin, elles sont en train de souffrir, ces populations-là. J'ai juste envie de vous demander aujourd'hui, on parle des politiques, d'accord, mais il y a aussi une société civile très forte dans l'espace CEDEAO. Mais jusque-là, les politiques, pas de déclaration d'aucun État, pas de déclaration de la CEDEAO, mais malheureusement, les sociétés civiles aussi sont restées couates. On se demande, qu'est-ce qui n'a pas marché avec les sociétés civiles cette fois-ci? Bon, les gens sont toujours sur la toile, les gens sont en train de décrier, et je pense d'ici la fin de la semaine, il y aura une déclaration de l'Observatoire des migrations africaines qui vont essayer de décrier cette situation-là, quoi qu'on dise, qui est en train d'asphyxier certains pays. Mais malheureusement, quand j'ai suivi le responsable de la douane nigériane hier, quand il était au Parlement, il est en train de faire l'éloge de la fermeture des frontières, jusqu'à dire qu'ils ne sont pas prêts à ouvrir tout de suite les frontières. La calvaire reste encore longue. Et là, ça veut dire que c'est vraiment sérieux, et je pense que les États même doivent réagir. La société civile doit jouer son rôle de vraiment gardienne des libertés. Parce que là, c'est vraiment une entête grave à la libre circulation que l'État du Nigeria est en train de conduire seul, sans pour autant que les autres pays. Vous voyez, même le Niger qui est victime, malheureusement, rien de la part des autorités. Le Nigeria, tout le monde a peur de dire voilà, pour que les gens ont peur des représailles en fait. Voilà, c'est le Bénin qui est en train de hausser le ton. Mais de l'autre côté, malheureusement, les autres pays ne sont pas en train d'emboîter le pas au Bénin. Et du coup, le Nigeria est en train de continuer. On va continuer à asphyxier jusqu'à, je ne sais pas jusqu'à quand. Parce que, qui sait jusqu'à quand les producteurs du Nigeria vont commencer à produire du riz, qui pourra couvrir toutes ces populations-là jusqu'à empêcher au riz qui traversent les pays de la CEDEAO pour entrer au Nigeria de parvenir. Et là, ce qui est grave, c'est que la vie est en train de devenir chère, que ce soit au Nigeria ou bien au Bénin. Au Niger, aujourd'hui, si vous essayez d'acheter certains articles qui viennent du Nigeria, on vous fait comprendre que le prix a grimpé parce que voilà. Alors que de l'autre côté, il y a des commerçants véreux qui sont en train d'en profiter alors qu'ils ont leur stock, qui est là bien avant la situation, mais malheureusement, ils sont en train de spéculer sur le prix. Et là, à l'allure où vont les choses, ça risque de créer une situation de déséquilibre économique et surtout des frustrations
au niveau des populations de la CEDEAO. Avant d'arriver là, merci beaucoup à toi, Moustapha Diallo. Nous espérons que nos États, nos politiques vont prendre leurs responsabilités ainsi que la société civile va faire plus de pression sur les décisions politiques. Merci à toi pour cet entretien. On se retrouve pour une prochaine fois. Merci.